Bonjour à tous, bienvenue Boris Vallaud et merci d'avoir accepté notre invitation, président du groupe socialiste bien sûr et député des Landes. Beaucoup de sujets à aborder avec vous aujourd'hui, on va donc essayer de séquencer un peu notre rencontre au cours de laquelle on parlera bien sûr de la non-censure de la semaine dernière et de ce que ça veut dire de la situation politique, des questions budgétaires et des retraites, de votre journée d'initiative parlementaire aussi qui a lieu demain dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, je passe la parole à Chantal Didier pour une première question sur une actualité qui fait le tour du monde depuis 3 jours. Bonjour Monsieur le Président. Investi depuis lundi, le président Donald Trump démarre sur les chapeaux de roue. Parfois violemment, on pense qu'on en veut si on veut, mais est-ce que la France restera le dernier pays bisounours de l'Union européenne, comme le dit Minc devant cette dynamique dangereuse de Trump? Parce qu'on a l'air de je ne sais pas si on serait les derniers des bisounours, mais s'il y a besoin d'être réveillé sur la dureté, la dangerosité, ce que signifie intrinsèquement l'élection de Donald Trump, faisons-le. Moi, je suis sans naïveté sur ce qui est en train de se passer. C'est d'une violence extrême, ça s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement mondial. Je dois dire que c'est peut-être là que j'ai été naïf. Je ne pensais pas que, après ce qui s'était passé, après ce premier mandat comme président des États-Unis, après les poursuites judiciaires, la violence des propos, la remise en cause en réalité d'un certain nombre de principes qui sont ceux de la démocratie et de l'état de droit, qu'un homme se mette au service d'une puissance privée sans limite qui est celle des réseaux sociaux et de tout ce que cela charrie de vérités alternatives, de violence, de dénégation, de relativisme à tous les étages. Je ne croyais pas possible que la première et la plus grande démocratie du monde puisse en arriver là. Eh bien, nous en sommes là. Et c'est évidemment dans ce contexte-là qu'il faut être sans naïveté en France, sans naïveté en Europe. Nous avons à la fois une grande amitié pour le peuple américain, mais nous sommes politiquement les adversaires résolus de ce que incarne Donald Trump et qui trouvera ici ses auxiliaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais d'abord, l'Europe doit être sans naïveté. Je crois qu'on ne va pas pouvoir longtemps compter sur les États-Unis dans la défense d'un certain nombre de nos intérêts démocratiques, de nos intérêts économiques, de nos intérêts géostratégiques. Et l'Europe, là, doit arrêter, non seulement vis-à-vis des États-Unis, mais je pense vis-à-vis du reste du monde, d'être l'idiot utile du village global. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'on est les idiots utiles du village global à certains égards. Quand, par exemple, sur le terrain économique, depuis des années, nous nous sommes imposés à nous-mêmes des règles qu'aucun de nos concurrents, ni les Américains ni les Chinois, ne s'imposent dans le monde. Donc oui, nous devons être forts, fidèles à ce que nous sommes. Le grand tragique de l'histoire, c'est que nous avons des démocraties qui manquent de démocrates aujourd'hui. Voilà. Sur la question des réseaux sociaux en particulier que vous évoquiez, il y a eu un mouvement suivi par un certain nombre de députés, notamment pour quitter X, le réseau social d'Elon Musk. Quel est votre point de vue à ce sujet-là? Est-ce que vous considérez que pour l'instant il faut rester sur ces réseaux? Est-ce qu'il faut davantage réguler? Comment est-ce que l'Europe peut créer une alternative à ces réseaux sociaux sur cette question des réseaux et de la régulation? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ou est-ce qu'on est finalement impuissant devant des plateformes mondiales qui nous dépassent? On est impuissant si on décide de l'être dans une démocratie, dans un état de droit. Voilà. Et c'est nous qui, bien souvent, nous rendons impuissants face à ceux qui sont les adversaires de l'état de droit et de la démocratie. Je vais vous répondre. Mais j'ai été saisi hier par une question d'actualité d'un des députés de la droite ciotiste qui s'émeuvait du fait que le CNRS ait développé une application qui permettait de passer de, si je ne me trompe pas, X à Blue Sky en emmenant un certain nombre de ceux qui nous suivaient. Et j'ai compris qu'en réalité, le verre était à certains égards dans le fruit. Et qu'il y avait, y compris dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, des alliés objectifs d'Elon Musk
et se faisant de Donald Trump. Je crois qu'en effet, il y a un problème avec les réseaux sociaux d'une manière générale, il y a un problème avec X, mais quand j'écoute le patron de Facebook, j'ai le sentiment que c'est la même pente. Et oui, nous avons dans les mois à venir à organiser non seulement la réplique du point de vue de la régulation est la condition de la liberté d'expression, et les algorithmes en réalité sont la principale façon de démonétiser un certain nombre de paroles publiques, de paroles qui s'expriment publiquement, au bénéfice d'autres qui servent une cause dont vous avez compris qu'elle n'était pas la mienne. Donc il va falloir organiser à la fois cette régulation et puis cette transition, cette mutation d'un réseau social à un autre. Pour l'instant, j'ai fait le choix de demeurer sur X, sans naïveté et très conscient des choses. J'ai créé un compte Blue Sky et nous sommes en train d'essayer d'organiser cette migration de l'un à l'autre. Et puis il y a des questions qui plus généralement se poseront de l'application, je crois que c'était déjà sous Biden une des questions qui se posait, de l'application des lois antitrust. Elles existent aux États-Unis, elles existent aussi en Europe. Il faut sans doute les consolider. Est-ce qu'il faut aussi investir dans toutes ces nouvelles technologies, aller plus loin, plus fort, innover? Parce que je veux dire, on ne peut pas être que sur la défensive. Non, je suis d'accord. Vous savez, pendant longtemps, et moi je ne suis pas de cela, la question de la souveraineté apparaissait dans le vocabulaire politique comme une sorte de vulgarité, comme l'expression, au fond, d'une position conservatrice, pour ne pas dire réactionnaire, alors qu'elle était, en tout cas dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, et dans le mien, comme une forme d'alarme. Nous sommes en train de perdre notre souveraineté. C'était une abstraction en réalité assez grande jusqu'à la crise de la Covid. Et nous avons touché du doigt ce que la désindustrialisation, la perte de souveraineté, la dépendance signifiait. Et je ne veux pas, moi, dépendre des médicaments indiens, des panneaux solaires chinois ou de l'électronique chinoise. Je ne veux pas dépendre de la défense américaine. Et oui, il faut investir, et qui est un plan de reconquête industrielle de l'Union européenne. Et la France doit, avec d'autres, en être le fer de lance. Ça veut dire aussi qu'il ne peut plus y avoir de ces accords de libre-échange, vous savez, qui se faisaient en échange de rien. Ou en tout cas, penser que ça se faisait en échange de rien. On a compris en réalité qu'il en avait coûté sur le plan de la souveraineté tel que vous venez de l'évoquer. D'autres questions sur les États-Unis ? On va parler donc de ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée nationale et de votre décision de ne pas voter la censure. Hier, lors de la réunion de groupe des députés du parti présidentiel Ensemble pour la République, certains se sont félicités, enfin beaucoup se sont félicités du processus qui a été lancé par François Bayrou de discuter avec vous plutôt qu'avec le Rassemblement national. Certains ont même considéré que d'une certaine façon le groupe PS avait été décroché du nouveau Front populaire. François Bayrou a été plus prudent en expliquant que ça permettait surtout à ce stade-là au gouvernement de sortir d'une forme de dépendance vis-à-vis du RN. Quelle est votre appréciation, vous, de la situation créée par cette décision la semaine dernière ? Qu'est-ce qui a emporté la décision finalement ? Les concessions faites par François Bayrou ou aussi l'effort dû à finalement une prise de responsabilité, considérant que on ne pouvait peut-être pas refaire tomber un gouvernement tout de suite avec des discussions budgétaires à venir. Comment est-ce que une semaine après vous considérez cette décision de votre parti et de votre groupe ? Peut-être autorisez-moi à revenir un peu en arrière en vous disant qu'au moment où nous avons renversé Michel Barnier, et je ne le regrette pas, nous sanctionnions non seulement un mauvais budget, et il le demeure. Ce n'est pas notre budget, ce n'est pas celui que nous aurions présenté si on nous avait confié légitimement les responsabilités. Nous ne sommes pas dans ce gouvernement, nous sommes dans l'opposition. Et nous avons aussi sanctionné une mauvaise méthode et une mauvaise manière qui était de discuter avec le Rassemblement national, alors que nous n'étions, pour une majorité d'entre nous, dans cet hémicycle, une majorité absolue d'entre nous, tenus que par une seule loyauté, celle du Front républicain, c'est-à-dire de ne rien concéder à l'extrême droite. Et je n'en fais pas la confidence puisque je l'ai déjà dit, mais dans le bureau de Michel Barnier, lorsque je l'interroge de savoir pourquoi il n'a jamais proposé ou répondu à la moindre proposition de compromis, il m'a dit « mais je croyais que vous étiez dans l'opposition ».
Je dis, mais avec qui faites-vous des compromis si ce n'est avec vos oppositions? Et je comprends que si vous en faites avec le Rassemblement national, c'est que vous les considérez différemment. Et puis il a ajouté que chaque pas dans notre sens, et il connaissait nos propositions et en trouvait certaines intéressantes, risquait de fragiliser le socle commun. Mais il y avait aussi une forme d'injonction, de rappel à l'ordre moral, en disant que préférez-vous? En disant au gouvernement, mais aussi à ce socle commun, que préférez-vous? La laisse et le bâton des maîtres chanteurs du Rassemblement national, avec lesquels vous négocierez dans la durée moins sur des questions budgétaires que sur des questions qui portent atteinte à l'état de droit, qui portent atteinte à ce que nous sommes dans l'histoire et tout ce que nous avons construit de grand dans la République. Nous l'avons le plus souvent construit contre l'extrême droite. Et ce n'est pas leur héritage, c'est celui des républicains authentiques. Et on doit y veiller comme à la prunelle de nos yeux. Ou des discussions exigeantes, en effet, avec la gauche. Et la seule chose qui nous a guidés, c'est comment être utile au pays. Quel est l'intérêt du pays? Qu'est-ce qu'on peut ramener comme victoire à la maison aux Françaises et aux Français, même modestes? Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se payer le luxe d'attendre 30 mois. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire le pari dont ils se ressortiraient, je le crains, perdants, d'une élection présidentielle anticipée avec une campagne qui durerait 35 jours. Pardon, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie quotidienne des Françaises et des Français. Et les vies quotidiennes, elles sont dures. Les vies quotidiennes des Françaises et des Français, elles sont dures. Alors j'entends que certains disent « vous n'avez quasiment rien obtenu », d'autres considèrent que le gouvernement a tout lâché et que tout cela est reprochable et met en difficulté. En réalité, rien n'était acquis, rien n'était inscrit dans le marbre après ce renversement de Michel Barnier. Et quand on obtient, et j'en sais quelque chose, moi, dans mon milieu agricole, rural, quand on sauve de la suppression 4000 postes d'enseignants, je sais que ça rendra moins dur un certain nombre de situations dans des territoires qui sont en dépression, en décroissance démographique, mais qui veulent des écoles, parce qu'ils veulent que la République passe par chez eux. Quand on obtient un peu plus sur le budget de l'hôpital, bien sûr c'est insuffisant. Et c'est insuffisant depuis de très longues années, parce qu'en réalité, le nombre d'actes à l'hôpital augmente, et c'est en réalité sur les soignants que pèse la réalité, la dureté des choix qui sont faits. Mais il va y avoir une campagne tarifaire positive. Donc oui, on fait le choix de cette négociation exigeante. Et je le dis très nettement, on n'y est pas. Quand je vois ce qui se passe au Sénat, on n'y est pas. Et je dis au gouvernement, vous voulez quoi? Retourner dans un tête-à-tête avec le Rassemblement national? Vous avez les ordonnances, si vous ne voulez pas négocier, ne faites pas semblant. Donc oui, nous continuerons à négocier jusqu'au bout. Et ça ne préjuge de rien. Ça ne préjuge de rien, je le dis avec gravité, avec netteté. Si chacun se veut le serviteur du pays et de l'intérêt général, eh bien, nous devons bouger. Et je n'ignore rien de la difficulté de la situation budgétaire. Mais vous savez, c'est de la grivellerie, vous voyez. Hein, Monsieur le maire est parti sans payer la note. Il a fait un resto basket, là, si je devais essayer de faire de l'humour sur un truc qui n'est pas très drôle. Mais quand on nous dit qu'il y a un dérapage de 60 milliards, il n'y a pas besoin d'être un énorme mathématicien pour regarder que quand on fait 50 milliards de dépenses fiscales non compensées, bah, il manque 50 milliards de recettes fiscales. J'avais été dans le bureau de Thomas Cazenave, ministre du budget. Et il m'avait dit dans le huis clos de son bureau, tu vas voir, on va faire la démonstration de la courbe de l'affaire. Vous connaissez la courbe de l'affaire? Trop d'impôts tue l'impôt. Il me dit, on va baisser les impôts, on aura plus de recettes. Ah, vraiment, Garcimore, quoi. Garcimore. Je dis ça pour les plus anciens de l'assistance. Moi, je ne sais pas, mais quand on baisse les impôts, il y a quand même mécaniquement des chances qu'il y ait moins de recettes. On en est là. Entre 2017 et 2024, on est passé de 35 à 75 milliards d'exonération de cotisations sociales. Mais à ce moment-là qu'on ait ce débat franc avec les Français. Est-ce qu'ils veulent qu'on amoindrisse la protection sociale? Que l'on confie tout cela avec les inégalités qui vont avec, les injustices qui vont avec, à des assurances privées? Pardon, mais ce ne sera jamais le choix de la gauche. Anita. Je voudrais vous demander quel est le rôle, quel a été
Le rôle de François Hollande dans ces négociations? Eh bien, je vais vous dire, il a eu la place. Il n'est pas sur la photo. Il a eu la place de tous les députés dans la discussion que nous avons eue. Vous savez, j'ai choisi que le groupe à l'Assemblée nationale, le groupe socialiste, soit un lieu de débat, un lieu de discussion. C'est souvent très long pour arrêter des décisions. On écoute, on s'écoute, on accepte de douter, de se remettre en cause. Chacun, évidemment, est en prise directe avec son territoire. Et chacun a des réalités sociologiques qui lui sont propres, entre les territoires ruraux, les territoires urbains, le centre de Paris et une sous-préfecture. Ce n'est pas les mêmes sociologies, ce n'est pas forcément les mêmes attentes. Et donc on essaie de trouver cet équilibre qui n'est guidé que par une chose, la justice. Et dans ce cadre-là, François Hollande participe, évidemment, avec l'expérience qui est la sienne, à cette discussion. Mais ce à quoi je veille pour ce qui me concerne, c'est que toutes les voix comptent. Toutes les voix comptent. Au début, on me disait, mais ne prends que quelques prises de parole. Mais je dis, quelques prises de parole, je peux vous faire la liste toutes les semaines de qui la prendra. Voilà. Et donc, on est un collectif et on travaille de façon collective. Non, il n'a pas négocié directement avec le Premier ministre, mais que le Premier ministre, un ancien président de la République, dans cette situation, est un échange, comme des anciens ministres de la culture, de l'éducation, des sports, contactent leurs prédécesseurs lorsqu'ils prennent leurs fonctions, j'allais dire, c'est assez habituel. Dans l'ordre, si j'ai bien suivi, Jacques, et ensuite Thierry et Gilles. Vous avez parlé de Garcimore, moi je vais vous parler de Tintin. Les relations entre vous et la France insoumise ressemblent de plus en plus étrangement au scotch du capitaine Haddock. On s'en va, non on s'en va pas, oui on s'en va, mais on s'en va pas. Alors j'ai noté ici quelques amabilités de la France insoumise à votre rencontre. Collabo, traître, supplétif. Que faudrait-il de plus pour que vous vous sépariez définitivement de Jean-Luc Mélenchon? Vous savez, moi je sais, je vous adorais ça. Hein. Évidemment, je réprouve ce vocabulaire, ça n'est jamais le mien. Et ce sera jamais le mien dans un moment tragique comme celui qu'on est en train de traverser. Jamais dans un moment de grande précarité de nos principes, où tout ce que nous croyons acquis, parfois durement, peut être balayé. Et je crois à la nécessité d'apaiser le pays et de chercher à toute force la façon de nous réconcilier et d'imaginer ensemble un avenir heureux où les gens comprennent la place qu'ils occuperont dans ce projet. Pour le reste, je crois à l'union de la gauche. Je crois à sa nécessité. Je crois qu'il faut la rechercher à toute force, mais pas la construire à n'importe quel prix. Ça veut dire du dialogue, ça veut dire de la discussion, ça veut dire des désaccords. Est-ce qu'ils sont irrémédiables? Dans l'histoire, on sait qu'ils ne sont pas. Je me souviens de ce que l'on écrivait à Léon Blum, juste après les grandes avancées du Front populaire. Je vous assure que les amabilités étaient là aussi au rendez-vous. Nous avons vu se faire et se défaire des unions. François Mitterrand disait « l'union est un combat ». En tout cas, moi, ce que je le redis, c'est que je n'ai que comme seule perspective les Françaises et les Français qui ont des vies difficiles, des vies invivables. C'est ce retour au réel sur lequel la politique manque de sincérité, à laquelle je crois. Et tout le reste me paraît être du bruit qui ne remplit pas les frigos. Thierry. La discussion budgétaire est au Sénat. D'après ce qu'on nous explique, donc visiblement ce qui se passe ne vous satisfait pas, d'après ce qu'on nous explique, la règle de l'entonnoir fait que vous ne pourrez pas améliorer, j'y mets des guillemets, les recettes, c'est-à-dire en gros les impôts. Comment faire pour que ce budget vous satisfasse un peu plus sur ce volet-là, puisque c'est plus possible au Sénat, ça ne sera pas possible en CMP, ça ne sera pas possible au retour d'un collectif budgétaire. D'abord vous dire qu'en réalité, on peut quand même des choses dans le cadre y compris de la navette et de l'entonnoir, y compris sur des recettes qui existent déjà. Ce qui est difficile, c'est d'inventer quelque chose qui n'a jamais été débattu. Mais ce qui a été débattu, il y a des taux, il y a des possibilités de le faire. Par ailleurs, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2011 qui apprécie la possibilité d'introduire des recettes au regard de la sincérité budgétaire. Il n'y a pas d'insincérité budgétaire si vous augmentez les recettes et qu'il contribue à financer des dépenses, voire à diminuer le déficit. Donc ces arguments-là ne sauraient être une fin de non-recevoir pour nous. Il y a la recette, mais aussi les dépenses. Et si je dois vous donner moi mon sentiment, qui est celui des socialistes, c'est que le rythme de consolidation budgétaire n'est pas le bon.
voilà, est excessif. Que le risque que l'on prend, c'est non seulement celui de l'injustice, mais de l'inefficacité économique. Et on a besoin de soutenir des secteurs comme le logement, comme la transition écologique, et ça continue d'être évidemment de nos demandes et de nos négociations. Et on espère être entendu. Gilles. Bonjour, que pensent les députés socialistes de l'éventuelle proposition de la ministre du Travail concernant la taxation des retraités les plus aisés? Est-ce que, si cette proposition devenait, je dirais, officielle, entre guillemets, est-ce que vous pourriez soutenir cette piste? Moi, j'ai une règle générale qui est que l'on prenne en compte, en toute chose, les facultés contributives. Voilà, principe de la solidarité nationale. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, nous avions, dans le débat budgétaire, dans le débat sur les retraites, envisagé, entre autres choses, la possibilité de surcotisation pour les très hauts revenus. Donc je parle là des actifs. Moi, ce qui m'ennuie un peu dans le moment que nous vivons, c'est qu'il paraît plus aisé d'aller chercher chez les retraités que d'aller chercher chez les très hauts patrimoines. Et que la main est de fer pour nous dire non, on n'augmente pas plus les impôts des hauts patrimoines et des multinationales. Et là, j'entends cette perspective. Alors, les partenaires sociaux sont en négociation. Ils négocieront, j'imagine, sur tous les sujets, y compris, et ça nous a été garanti, sur la partie des recettes pour financer le régime des retraites. J'attire juste l'attention sur 2 points, pour vous dire que le débat est devant nous, indépendamment de cette question immédiate du budget. C'est sur le PLFSS. Hein. Oui, mais je le dis parce qu'aujourd'hui, le déficit, c'est 14 milliards d'euros. À quoi correspondent? À l'euro près, c'est 14 milliards d'euros. Au coût du Ségur de la santé, qu'il fallait faire, qui était une avancée utile, nécessaire, insuffisante, mais nécessaire. Mais là aussi, ça n'a pas été financé. Tous les ministres nous ont raconté des carabistouilles, pour citer un grand auteur. Voilà. Il a fallu attendre là une forme de débâcle budgétaire post-Bruno Le Maire pour apprendre que ça n'était pas financé. Et bien là aussi, c'est la solidarité nationale qui doit fonctionner. En toute chose, le taux d'effort fiscal d'un milliardaire est inférieur au taux d'effort fiscal de celui qui rentre dans la première tranche de l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc on a besoin d'avancer sur ces sujets-là. Et parlons de tout, des facultés contributives, y compris des très hauts retraités, d'ailleurs dont la pension n'est pas l'essentiel du revenu une fois à la retraite, pour se poser ce genre de questions. Mais le concours Lépine, là, au moment de discussion du budget, alors qu'il y a d'autres leviers, me paraît pas la meilleure façon de procéder. Vous avez évoqué 2 fois dans vos réponses, en creux, la question des prévisions macroéconomiques, et là encore à l'instant la question de sincérité ou crédibilité en tout cas des prévisions budgétaires. Hier, Pierre Moscovici était auditionné par la Commission des finances qui enquête sur le dérapage des déficits publics et il a plaidé pour que l'indépendance des prévisions macroéconomiques soit davantage garantie en France, sortie de leur influence politique en quelque sorte, et préconisé par exemple de confier un rôle plus important en la matière au Haut Conseil des finances publiques. Est-ce que sortir en quelque sorte les prévisions macroéconomiques pour bâtir un budget et une trajectoire de l'emprise politique qui existe aujourd'hui du gouvernement sur Bercy vous semble être une idée intéressante? Oui, et les parlementaires dépendent des prévisions du Trésor. Franchement, du point de vue de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance même de ces prévisionnistes économiques, c'est un problème. C'est un problème. Moi, j'avais fait la suggestion que l'Assemblée nationale contracte avec des laboratoires de recherche universitaires pour avoir sa propre appréciation de la situation économique et financière. Que nous ne dépendions pas pour savoir quel est l'effet multiplicateur de telle ou telle dépense ou l'impact de tel ou tel budget ou de telle ou telle mesure sur la croissance économique et sur les déficits, qu'on ne dépende pas de Mésange, qui est, vous savez, le logiciel du ministère de l'économie, qui manifestement n'a pas été d'une grande performance, si j'en crois le dérapage qui s'annonce. Donc oui, est-ce que c'est le Haut Conseil aux finances publiques? Regardez la composition du Haut Conseil aux finances publiques, il y a un peu de consanguinité quand même
avec le Bercy. Donc moi, je serais plutôt on imagine, parce qu'on a des ressources, enfin moi je ne veux pas donner de nom, mais l'OFCE fait un bon travail. Il y a l'Institut d'évaluation des politiques publiques qui travaille aussi de façon intéressante. Il y a des laboratoires de recherche qui pourraient être constitutifs d'une expertise indépendante. Elsa. Oui, Elsa Mondingava pour la chaîne parlementaire. Je voulais savoir si votre décision sur le budget, puisqu'on voit bien que vous dites que vous pouvez censurer à tout moment, est-ce que vous la prendrez à la fin de la copie finale, c'est-à-dire projet de loi de finances de la sécurité sociale, voire même projet de loi de finances rectificative? Est-ce que voilà, vous vous donnez un peu le temps de décider, ou est-ce qu'à chaque étape, vous pouvez éventuellement censurer le gouvernement? Eh bien, à chaque étape, tout est possible. Voilà. Est-ce que vous pourriez être clair pour nous dire précisément sur quel point vous espérez avancer pour, au fond, renoncer à la censure? Parce que ça reste flou. Oui, je crois qu'on peut avancer sur notamment les crédits qui concernent l'environnement, ne serait-ce que parce qu'il y a un calcul qui devrait, j'allais dire, frapper les esprits orthodoxes de Bercy. C'est que toutes les dépenses qu'on ne fait pas en matière environnementale aujourd'hui, nous aurons à les faire de façon décuplée dans les années à venir. Vous savez qu'on a appelé la décennie passée la décennie perdue, parce que précisément nous n'avions pas suffisamment investi et qu'il nous fallait investir plus encore. Et donc je crois que c'est absolument nécessaire. Je pense à la question de la rénovation notamment des bâtiments, qui est l'une des sources principales d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut être capable de financer des rénovations complètes et performantes. On aura d'ailleurs dans notre niche parlementaire un certain nombre de propositions à faire valoir de ce point de vue-là. Je crois aussi que sur la question du logement, il faut que ça bouge. Pardon, mais on n'a jamais eu aussi peu de mise en chantier et de livraison de logements qu'en ce moment où le nombre de ceux qui demandent à se loger explose. Et donc oui, ce sont des questions économiques, ce sont des questions sociales. Et par ailleurs, pour les rencontrer régulièrement, moi, dans ma circonscription, je vois bien que les artisans du bâtiment sont inquiets de la situation. Donc, des mesures qui réconcilient des impératifs sociaux et des objectifs économiques ne me paraît pas être une mauvaise manière. On doit pouvoir également avancer sur un certain nombre de recettes. Ça me paraîtrait juste. Donc, voilà pour vous donner quelques-uns des exemples que nous allons... ça fera partie de nos exigences dans les négociations. Le processus qui a été engagé par François Bayrou et la décision que vous avez prise la semaine dernière vous a replacé d'une certaine façon au centre du jeu. Peut-être aussi au centre des critiques, parce que pour faire suite à la question de Nicolas, ça va être assez cornélien de savoir, compte tenu de ce que vous avez déjà obtenu et de ce que vous voulez encore obtenir, à quel moment vous considérez effectivement que le curseur est allé assez loin, puisque de toute façon il faudra à un moment donné qui est une forme de compromis, sinon la droite menace elle aussi de ruer dans les brancards. Comment est-ce qu'on place le curseur entre le budget que vous voulez obtenir encore du gouvernement et la responsabilité de doter la France d'un budget ? Certains députés racontent, je ne sais pas si c'est votre cas, que dans leur circonscription, un certain nombre d'électeurs qui étaient plutôt favorables à la censure du gouvernement Barnier sont peut-être plus réticents cette fois-ci, ayant compris que la France avait besoin d'un budget pour fonctionner pleinement. Vous qui avez écrit un livre qui s'appelle Permanence, est-ce que vos électeurs vous disent des choses depuis 15 que vous euros chez Odile Jacob dans toutes les bonnes librairies. Ouais. Sinon, vous pouvez le commander. Et sans doute à la librairie de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous disent les gens et comment vous allez placer le curseur entre les attentes des uns et les exigences des autres ? Moi, mon sujet, c'est pas la carrière de François Bayrou. Non, ce n'est pas ma question. D'ailleurs. C'est pas la stabilité de François Bayrou. Moi, c'est qu'est-ce qu'on peut ramener aux Françaises et aux Français. Aujourd'hui, ils ont besoin des services publics. Ils ont besoin de logements. Ils sont inquiets de la transition énergétique. Et ce que j'entends beaucoup, c'est en effet, il faut un budget au pays, et il faut un budget au pays. Mais il faut qu'il soit le plus juste possible. Voilà. Et bien je dis aujourd'hui, on n'y est pas. Est-ce qu'on y arrivera ? Je n'en sais rien. Est-ce que ce sera notre budget ? Certainement pas. Voilà. Et on demeure dans l'opposition, et les combats seront âpres en toute chose pour faire avancer un certain nombre de nos attentes.
Mais est-ce qu'on peut poser la question de l'efficacité des services publics? Par exemple, pour l'éducation nationale, qui est un des budgets les plus importants dans les pays européens, et pourtant on est très mal placé dans les résultats. Est-ce que l'idée d'augmenter toujours les crédits suffit? Je veux dire, on a parfois l'impression d'un tonneau des Danaïdes, non? Mais, madame, ça, c'est pas le discours qui est le nôtre. Non, je sais bien, mais est-ce que vous vous posez parfois la question? Mais on se pose tout le temps la question, et d'ailleurs, je crois que ce que nous avons fait entre 2012 et 2017 avec la loi de refondation de l'école en est le témoignage. C'était évidemment des moyens, parce que vous pouvez tourner les choses dans tous les sens, mais nous avons besoin d'avoir des enseignants devant les élèves et que nous n'ayons pas des classes surchargées, que nous devons prendre en compte l'égalité d'accès à l'éducation nationale partout dans le territoire, parce que vous avez des gamins qui font 1 heure de bus le matin, et je suis désolé, c'est aussi une perte de chance par rapport à celui qui fait 5 minutes à pied. Voilà. Et puis nous nous sommes posé la question aussi de savoir comment on pouvait avoir un dispositif plus de maîtres que de classes dans un certain nombre d'écoles. Mais moi, écoutez, je suis obligé de faire le constat que M. Blanquer a été quand même plus habile à défaire qu'à faire. Voilà. Il a été plus habile à faire qu'à faire. C'est quoi le bilan de Jean-Michel Blanquer? Rien. Non mais rien. Voilà. Enfin, il y a le dédoublement des classes. Rien de bien. Le dédoublement des classes. Oui, au détriment du dispositif plus de mecs que de classes, au détriment des remplacements, au détriment de l'accueil des enfants en situation de handicap, etc., etc. Alors je vais vous dire, moi il y a une mesure qui n'est pas une mesure budgétaire, mais qui me paraît être le nœud d'une réforme de l'éducation nationale. C'est défendre à toute force la mixité scolaire. Défendre à toute force la mixité scolaire. Moi, je ne crois pas qu'on puisse prétendre vivre ensemble si on n'a pas grandi ensemble. Et aujourd'hui, vous avez des établissements qui accueillent toutes les difficultés, et vous en avez d'autres qui n'accueillent aucune difficulté. C'est pas que d'aujourd'hui. Oui, c'est pas que d'aujourd'hui, mais en 2016, il y a eu des expérimentations qui ont été menées, je pense notamment au Mirail. Beaucoup ont été défaites par M. Blanquer, parce qu'il avait dédoublé les classes dans un certain nombre de quartiers, et en disant, comme ça, ok, on a répondu à leurs attentes qui restent entre eux. Non, moi je veux qu'on vive ensemble. Et dans les expérimentations qui ont été menées, tout le monde en tire bénéfice. Tout le monde en tire bénéfice sur le plan de la réussite scolaire. Tout le monde en tire bénéfice sur le plan de la compréhension de l'autre. Tout le monde en tire bénéfice sur le plan du climat scolaire. Vous savez, au Mirail, qui est un quartier très populaire, avec des familles modestes, où les enfants ne peuvent pas toujours compter sur l'aide des parents, il y a 2 établissements, un qui a été fermé et l'autre qui a été déplacé, pour que la carte scolaire puisse correspondre à cette nécessité de mixité sociale. Les collèges qui ont été fermés, les enfants, les élèves, ont été répartis dans des collèges de centre-ville. Et bien aujourd'hui, vous regardez ces cohortes d'élèves qui viennent de ces quartiers-là, et bien leurs résultats scolaires augmentent. Et le résultat de l'établissement ne baisse pas, au contraire, il augmente collectivement. Donc vous voyez, ça ne réclame pas des moyens, ça réclame du courage, et ça réclame ni plus ni moins que de la fidélité aux exigences qui sont celles de l'école de la République telle qu'on l'imagine. Mais si les destins sont joués au berceau, ça ne marche pas. Stanislas Noyer, l'aide de l'expansion. Excusez-moi de revenir sur votre négociation en cours. Selon Éric Coquerel, vous avez obtenu en gros 589 millions d'euros. Selon, par exemple, des gens du groupe Lyot, c'est de l'ordre de 7 à 8 milliards d'euros. Quel est le chiffre que vous retenez et quel est celui auquel vous prétendez désormais, quoi. Enfin, combien vous voulez atteindre? Si vous voulez, c'est un petit peu quand on vous dit, quelqu'un qui vous dit j'arrive, on dit combien de temps? Dans 5 minutes, 2 heures. Oui, c'est un peu ça. Donc écoutez, moi ce que je sais, c'est que quand on ne va pas négocier, on est sûr de rien obtenir. Voilà. Que rien n'est acquis dans les discussions budgétaires, que tout était susceptible d'être remis en question, en particulier parce que les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. Ce que je sais, c'est que même si c'est très insuffisant, qu'il faut continuer à se battre, et on aura à se battre dans les années à venir, et que chacun ait conscience du fait que si nous n'avons pas une réforme, notamment de la tarification de l'hôpital, si on ne revient pas sur un modèle qui a transformé l'hôpital en entreprise et qui a fait peser sur les soignants, je veux dire, au prix de leur perte de sens et de certains métiers qui sont des métiers qu'ils ont choisis, qu'il faudra revenir sur tout ça, eh bien on passera à côté de ces choses-là. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de dogmatiques devront revenir sur leur dogme. Donc on a obtenu des choses pour l'hôpital, on a obtenu des choses pour l'éducation nationale, on souhaite en obtenir encore sur d'autres sujets. Il faut à toute force le faire. Moi je ne suis pas à faire des comptes, je sais ce que nous avons concrètement obtenu dans la discussion.
Non, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Comme ça, je serais bien incapable de vous le dire. Mais je pourrais vous le donner si vous le souhaitez. Enfin, vous avez raison. Il y en a qui disent que le gouvernement a trop donné et d'autres qui disent que ça n'a pas assez donné. Et nous, on considère qu'on a besoin de plus. Nathalie. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question plus politique que parlementaire. Dans la séquence, depuis que François Bayrou a été nommé Premier ministre, on vous a beaucoup vu, vous, les présidents de groupe parlementaire, mais aussi Olivier Faure. Il a été très présent, il a fait des 20 heures, etc. Est-ce que vous diriez qu'il a pris de l'épaisseur, qu'il a pris plus d'influence et que cela peut avoir des conséquences pour le Parti socialiste à court et à moyen terme? Ce qui est notable, c'est qu'on s'est tous battus en tirant dans le même sens, avec une seule préoccupation, être utile. Se poser la question de savoir comment on peut avoir de la stabilité dans la justice. Et Olivier Faure, Patrick Kanner, moi, le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, comme celui du Sénat, les membres du parti, nous avons été en effet dans des discussions et dans une proximité permanente. Et notre souci n'est pas principalement d'être utile au Parti socialiste, même si tant mieux, si le parti prend de la consistance, si ses dirigeants gagnent en visibilité. Mais je le redis, moi, quand je retourne dans ma circonscription, quand on pousse ma porte, j'ai besoin d'avoir des choses à répondre aux Français. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Croyez bien que ce qui nous préoccupe, parce qu'il y a des choses irréconciliables, qu'il y a des façons de voir le monde qui nous distingueront toujours de la droite, c'est que nous offrions une alternative, un chemin de progrès, qu'on embarque les gens dans un monde dans lequel ils comprennent leur place et où ils n'ont pas la certitude qui est souvent la leur aujourd'hui, que leurs enfants vivront moins bien qu'eux-mêmes, en dépit de leurs études, en dépit de leur travail. Et ça posera la question de la place relative de la puissance publique et de la puissance privée, ce qui relève du marché, ce qui ne doit pas en relever. Ça fait partie des questions que nous posons dans notre niche parlementaire avec les crèches. Comme dans les Landes, nous avons décidé depuis longtemps, s'agissant des EHPAD, puisqu'il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif. Ça posera la question de savoir comment s'organise la solidarité. Comment il y a une forme de refondation d'un contrat, parce qu'il ne peut pas y avoir de passagers clandestins parmi ceux qui ne payent pas les impôts qu'ils devraient. Comment on vit ensemble, à l'école, mais pas seulement à l'école, dans nos villages, dans nos quartiers. Comment l'universalisme républicain, c'est pas seulement un mot qu'on prononce en sautant comme un cabri, mais comment on fait en sorte que, seule l'expérience étant universalisante, eh bien l'expérience de la République, elle soit quotidienne. Et ça, c'est vrai de plein de sujets. On a, vous le savez, et on se bat, et ça fait partie des choses qu'on exige du gouvernement, qu'il l'entende, sur la question de la régulation de l'installation des médecins. J'ai des maires ruraux, qui après avoir dépensé beaucoup d'argent me disent la République passe plus par chez moi parce qu'il n'y a pas de médecin. Il y a 3 ans de différence d'espérance de vie entre un urbain et un rural. Est-ce que vous pouvez supposer que c'est acceptable du point de vue des valeurs qui sont les nôtres? Non. Et donc on continue de se battre. Et s'il y a des visages pour ceux-là qui viennent du Parti socialiste, je ne vais pas m'en désoler. Brigitte. Oui, Brigitte Boucher. Vous aviez mis comme condition sine qua non la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que si l'âge légal à 64 ans est maintenu au terme des discussions entre les partenaires sociaux, c'est un motif de motion de censure spontanée pour vous ou pas? Et une deuxième question sur la fin de vie, parce que la porte-parole du gouvernement a justifié la scission en deux des 2 textes à l'instant. Est-ce que Qui a justifié ça? Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres, est-ce que du coup vous y voyez un moyen de gagner du temps pour François Bayrou? Quelle est votre réaction, vous, à cette scission en 2? Et voilà, est-ce que je surinterprète? Est-ce que vous pensez qu'en fait il ne veut pas faire l'aide active à mourir? Alors, sur la première question sur les retraites, au fond, la question que chacun se pose, c'est est-ce qu'on a changé d'avis sur le retour à la retraite à 62 ans? Certainement pas. Certainement pas. Et pourquoi on s'est battu sur cette réforme des retraites? Et pourquoi on voulait d'une certaine manière la remettre à un débat, même imparfaitement? C'est que c'est non seulement une injustice sociale, une brutalité démocratique aussi. Dans toutes les mesures d'âge, la première des conséquences, c'est que les carrières longues, les carrières pénibles, les carrières hachées, les carrières de femmes souvent, sont les premières abîmées. Les premières abîmées. J'ai envie de dire comme toujours. Et ensuite parce que c'est une grande brutalité démocratique et qu'il s'est joué dans la façon dont a été imposée
et non pas voter, imposer la réforme des retraites, un moment de disqualification de la parole publique, un moment de perte de confiance qui ressurgit sur tout le monde. Vous savez, si on avait raconté ça d'un point de vue de nulle part, d'un point de vue de Sirius, ce qui s'est passé en France, une réforme qui engage des générations entières, et un gouvernement qui ne tiendrait aucun compte de manifestations millionnaires par les rues, un gouvernement qui ne tiendrait aucun compte d'un front syndical uni, un gouvernement qui ne tiendrait aucun compte de l'absence de majorité au Parlement, eh bien on dirait que ce n'est pas possible que ça se passe en France et que ce n'est pas notre conception de la démocratie. Et donc il y a ce besoin de réparation. Je ne sais pas ce qui va sortir de ces négociations. Ce que je vous dis de façon certaine, c'est qu'il y aura des échéances de remise en question de cette réforme injuste et que les socialistes seront toujours de ce combat, aujourd'hui et demain s'il le faut. S'agissant de la réforme, de la loi sur la fin de vie, je dois vous dire que c'est un peu les montagnes russes. J'ai entendu François Bayrou hier, la présidente de l'Assemblée nationale lui a dit « pas question, on ne scinde pas la loi en deux, et si ce n'est pas... en tout cas, moi, c'est mon option. Moi, je suis pour qu'on reprenne le texte, je l'ai signé. J'ai signé le texte là où il était demeuré du débat parlementaire, pour qu'il puisse reprendre sur cette base. Parce que là aussi, on n'est pas dans une abstraction, ce n'est pas un exercice intellectuel qu'on est en train de se... c'est des situations réelles auxquelles il faut répondre et une attente très forte dans le pays. Donc je souhaite, moi, que cette proposition de loi, dans la forme dans laquelle elle a été laissée avant la dissolution, reprenne à l'Assemblée nationale. Et si ça n'est pas sur une semaine du gouvernement, il faut que ce soit sur une semaine de l'Assemblée nationale. Et il y a, dans cet hémicycle, une majorité pour avoir cette inscription. Honnêtement, j'en sais rien. Franchement, je vais vous dire, pour l'instant, je ne sais pas vous, mais moi je ne parle pas tout à fait la langue. Voilà. Je ne comprends pas trop. Je comprends pas trop. Vous non plus? Bon, ça me rassure. Gilles. Dans tout ce contexte économico-politique, si j'ose dire, quelle lecture vous faites de la législative partielle dans l'Isère dimanche dernier? Je vais être franc et parfaitement modeste. J'entends toutes les interprétations, donc je n'en sais rien et je ne suis pas certain qu'on puisse tirer d'une partielle une leçon définitive. Je vous le dis sincèrement, je ne sais pas. Non, mais vous avez raison de poser la question. Si vous avez des... je vous lis parfois et je lis vos interprétations les uns et les autres, parfois contradictoires, mais tout aussi convaincantes les unes que les autres. Mais ça n'aide pas à ce que moi-même je me fasse une conviction. Le Congrès socialiste doit se réunir cette année pour fixer une ligne finalement. Est-ce que vous avez une date à peu près à proposer? Et ensuite, quel est l'objectif? Est-ce que notamment ce sera de fixer la ligne social-démocrate pour la prochaine présidentielle? Alors, moi, je n'ai pas de date du Congrès, mais si vous en avez une, elle m'intéresse évidemment. Je comprends que ça pourrait être au printemps, mais vous avez compris que la séquence dans laquelle nous étions aujourd'hui nous obligeait à être consacrés exclusivement, intégralement, à ce moment politique, qui est un moment politique compliqué. Moi, je vais vous dire ma conviction. C'est que ça doit être un congrès, là aussi, j'utilise ce terme à dessein, un congrès de la réconciliation. Le Parti socialiste, il est fort d'abord quand il est uni. Moi, j'ai trop souvent assisté à des pugilats stériles et qui, en réalité, nous rendent essentiellement impuissants dans les rapports de force que nous avons à conduire, et en particulier en ce moment avec le gouvernement. Je sais aussi que nous avons besoin d'un programme. Nous avons besoin, au-delà d'un programme, qui est une édition de mesure, d'un projet, c'est-à-dire d'une vision du monde, de clés de lecture. On a besoin de réenchanter la politique, on a besoin d'embarquer les gens. On a besoin de leur dire que l'on parle en leur nom. On a besoin de ce retour à l'échelle humaine, pour reprendre l'expression de Blum, c'est-à-dire cette forme de proximité dans la compréhension de ce que veulent nos concitoyens. On évoquait tout à l'heure le petit livre que j'ai écrit, où j'essaie de répondre à une question que se posent beaucoup de nos concitoyens. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Il se dit, vous savez que nous sommes tous à 5 poignées de main du président de la République. Mais eux se demandent à combien de millions de poignées de main d'eux sont leurs représentants. C'est cette distance que dans notre projet, qui doit être un projet populaire, un projet pour les classes moyennes, un projet pour celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, que nous devons nous consacrer. Et puis, pardon ?
Et c'est quoi? C'est la responsabilité d'un président de groupe de dire ce à quoi il aspire. Ensuite, on verra. Mais ce que je peux dire, c'est que ensuite nous aurons à construire cette union de la gauche, sans exclusion et sans exclusive. Voilà. Et puis la faire sur des bases qui doivent être des bases claires. Et parfois, la clarté, elle doit d'abord se construire chez les socialistes. Vous vous souvenez, Léon Blum, après le congrès de Tours, disait à ses camarades qui étaient demeurés dans la vieille maison qu'il fallait ne pas trop se préoccuper du candidaton communiste. Donc moi, j'essaie de ne pas me préoccuper du candidaton, de tout ce qui nous entoure, à 360 degrés, et parfois de poser la question aux socialistes eux-mêmes, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a des sujets sur lesquels on n'en pense pas grand-chose depuis longtemps, ou pour lesquels nous avons besoin de mettre à jour un certain nombre de nos points de doctrine. Et je crois que c'est possible. Je crois qu'on peut le faire en étant très ouvert sur la société, sur le monde de la recherche, sur le monde de la culture, sur le monde syndical, associatif. Ne pas être un parti recroquevillé, mais un parti ouvert et évidemment à l'écoute. Vous avez évoqué 2 fois, sans doute pour qu'on ne l'oublie pas, votre journée d'initiative parlementaire qui aura lieu demain dans l'hémicycle. Lors de la précédente session, fin 2023, vous aviez réussi à faire adopter 5 textes de votre niche parlementaire, ce qui était une belle performance. Cette fois-ci, vous présentez 8 textes sur la lutte contre la vie chère en Outre-mer, sur le nombre de soignants par patient à l'hôpital, sur le repas à 1 euro pour tous les étudiants, sur les pannes d'ascenseur. Vous nous parlerez des autres si vous le souhaitez. J'imagine que vous tenez à toutes ces propositions de loi, mais est-ce que vous considérez que certaines au moins ont une véritable chance d'être adoptées demain dans l'hémicycle? J'ai la faiblesse de penser qu'elles pourraient toutes être adoptées dans l'hémicycle demain. Toutes, je crois, ont été votées en commission. Oui, des majorités. Bon, donc c'est plutôt de bon augure. Là aussi, quel a été l'état d'esprit dans lequel nous avons construit cette niche? Là aussi, nous rencontrons beaucoup de gens, des hommes, des femmes, qui nous parlent de leurs difficultés quotidiennes, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils ne comprennent pas, de ce à quoi ils aspirent, de ce qu'ils attendent de nous. Et de tout ça, on fait évidemment de la matière première de notre travail parlementaire. Et chacune des propositions de loi que nous formulons dans cette niche parlementaire est l'écho de ce que nous entendons sur le terrain. Depuis le 2022, en effet, nous avons fait adopter à titre définitif 5 textes, c'est-à-dire qu'il est allé au bout de la navette parlementaire. C'est pas rien. Et je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Alors évidemment, c'est l'apprentissage de ce que moi j'ai appelé le parlementarisme de fait. Ce qu'il y a de très déconcertant dans le moment que nous sommes en train de vivre, c'est que nous avons un parlementarisme de fait, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Et je le dis pour m'en désoler, mais pas pour me résigner. Nous n'avons pas de culture parlementariste. On évoque souvent la question du compromis. Bon. Et la tendance, évidemment, est d'en faire la part maudite de la politique. Si chacun reste à sa place, ça n'est peut-être pas le cas. Et dans l'histoire, notamment sous la Troisième République, beaucoup de grandes lois, des lois immortelles, sont nées de ce travail parlementaire. Nous en faisons l'apprentissage. Et je dois dire que tout est apprentissage dans un contexte épouvantable. Donc là, c'est des textes dont nous estimons qu'ils sont les cris qui peuvent être entendus à toutes les oreilles. Voilà. Vous parlez du repas à 1 euro. Nous sommes déjà battus pour le repas à 1 euro. C'était au moment où, dès le lendemain de la crise de la Covid, nous avons vu non seulement les rangs des banques alimentaires se grossir de visages sans rides, mais aussi des jeunes nous dire qu'ils étaient obligés de sauter des repas. Aujourd'hui, il y a encore plus d'un tiers des étudiants qui nous expliquent qu'ils régulièrement ils sautent un repas faute de pouvoir se le payer. Et donc moi, je souhaite que nous puissions avancer sur ce sujet-là. Alors on me dit, mais oui, mais enfin, le petit-fils de Bernard Arnault, je dis non, il est à Washington. Pourrait aller dans le Crous. Non, je crois que, pardon, mais là, il y a une vraie mesure de justice. Nous défendons également, et c'est le premier texte, et j'insiste sur ce point, un premier texte sur la vie chère outre-mer. Dans toutes nos niches parlementaires, nous voulons que le premier texte soit consacré à l'outre-mer. Parce qu'on en a ras-le-bol, que ce soit les sujets dont on s'occupe quand on s'est occupé de tout le reste. Que ce soit un supplément d'âme pour se donner bonne conscience de temps en temps. Et vous voyez que quand on ne s'en occupe pas sérieusement de l'outre-mer,
quand il y a des catastrophes comme celle que nous avons vues à Mayotte, eh bien, la violence, la dureté pour les habitants est plus grande dans ce territoire que partout ailleurs. Voilà. Pourquoi nous nous sommes battus, et c'est un acquis, ça tout le monde oublie de le dire, pour le budget de l'outre-mer? C'est parce que dans le budget tel qu'il était proposé par Michel Barnier, y compris les crédits accordés à Mayotte, étaient en baisse. Qu'il y avait une baisse, je crois, de 300 millions d'euros du budget de l'outre-mer. Eh bien, nous avons obtenu non seulement que ce soit rétabli, mais que ce soit augmenté en crédit de paiement, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement par rapport à l'année précédente. Et je dis ça indépendamment de ce qu'il y a à accomplir à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, qui est considérable. Qui est considérable. Donc là, c'est sur la vie chère outre-mer. Vous savez qu'il y a en moyenne, pour les produits du quotidien, une différence de plus 40% entre l'Hexagone et la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, etc., etc. Mayotte, évidemment, puisque je viens de l'évoquer, ou la Guyane. 40%. Est-ce que vous pensez que ça correspond vraiment à la nécessité de préserver quelques marges pour les entreprises qui auraient à en souffrir? Non, nous payons le manque de transparence de ces entreprises. C'est la raison pour laquelle nous voulons la transparence sur les marges. Et nous payons les conséquences de monopole ou d'oligopole sur un certain nombre de produits dans l'importation. Et on est dans un système qui est hérité de la colonisation. On produisait pour l'Hexagone et l'Hexagone venait écouler. Voilà. Donc on a besoin de ça et il y a des propositions en ce sens et je crois que ce sera adopté. Les pannes d'ascenseur. Alors j'ai appris qu'on disait la mobilité horizontale. Bon, eh ben il y a, je crois, 100 millions de voyages par jour. Eh ben, je peux vous dire qu'il y a un paquet, il y a 40% des ascenseurs qui tombent en panne chaque année. On suivra le vote de vos collègues députés demain dans l'hémicycle. Est-ce que dans le contexte actuel, vous espérez aussi une certaine bienveillance de la part du gouvernement qui donnera son avis sur ces différents textes? Souvent, les niches sont des moments un peu urticants entre les groupes et le gouvernement. Dernière niche, Rassemblement national, la France insoumise, c'était l'abrogation de la réforme des retraites qui était mise en avant. Est-ce qu'avec ces textes très, très concrets, non pas que l'abrogation de la réforme des retraites ne le soit pas, mais avec ces textes très, très concernants, comme on dit, vous espérez une certaine bienveillance, oui, de la part du gouvernement? Est-ce que ça peut compter? J'en attends non seulement de la bienveillance, mais à certains égards et sur certains textes, un soutien. Puis la question s'adresse aussi et peut-être surtout aux autres parlementaires, et notamment du socle commun. Je serais bien étonné qu'aucun dans leur circonscription n'ait à entendre l'exaspération, la colère de celles et de ceux qui ont des ascenseurs en panne de façon chronique. Ils ne peuvent pas monter leurs courses quand on est une maman et une maman solo. Qu'on n'arrive pas à aller les faire ou aller chez le médecin. Quand on est une personne âgée qui est dans une situation de dépendance et ne peut pas prendre l'escalier. Je ne crois pas qu'aucun député ultramarin n'ait jamais été le témoin, et nous l'avons été, nous, dans l'Hexagone, de la colère sociale qui s'est exprimée en Martinique, mais qui s'était déjà exprimée en Guadeloupe et en Guyane, je crois, en 2017. C'était exprimé encore avant, en 2019, pardon. Mais c'est la chronique d'une souffrance à laquelle il faut répondre. Donc je pense non seulement qu'ils seront bienveillants, mais j'espère qu'ils seront en soutien. Et je pourrais donner, évidemment, d'autres exemples. Oui, bonjour. Arnaud Bouvier de l'agence France Presse. Alors, vous avez évoqué l'outre-mer, donc vous me fournissez une transition parfaite parce que je voulais vous parler de Manuel Valls. Il n'y a pas de petit plaisir. Pardon ? Il n'y a pas de petit plaisir. Tout à fait. Personnalité qui fut socialiste et qui fut même Premier ministre, et dont on entend dire ces derniers jours que son démarrage au gouvernement est plutôt commenté de manière assez positive. Donc je voulais savoir si... il y avait également ce regard au sein du groupe socialiste. Comment vous le considérez dans ses fonctions, et est-ce que sa présence au gouvernement, même s'il a pu être considéré comme un social traite, je ne sais pas si ce sont encore les mots qu'on entend le concernant, mais est-ce que sa présence au gouvernement peut être vue comme un pont éventuel entre vous et François Bayrou? Et puis j'en profite, je pose une autre question qui n'a absolument rien à voir, mais comme ça après je vous rends le micro, sur une autre personnalité socialiste, Cécile Untermaier, qui a été proposée par Yael Braun-Pivet pour être déontologue de l'Assemblée, et ce choix a été vivement critiqué par le Rassemblement national parce qu'il considère qu'elle ne serait pas assez neutre pour occuper cette fonction. Je voulais avoir un commentaire de votre part sur cela. Bon, alors, s'agissant de Manuel Valls, on n'a pas eu le sentiment de la trahison avec son entrée au gouvernement. Il a quitté la maison depuis un bon moment. Bon, donc j'allais dire, indifférence de ce point de vue-là. Oui,
je ne me suis pas dit, mince, il nous a fait ça fait longtemps qu'il nous a fait ça. Hein. Bon. Donc voilà, ensuite, moi je ne suis pas commentateur, oui, je n'ai pas le Nutri-Score des ministres. Hein, on va avoir le budget-score des ministres. Donc il faut des moyens pour l'outre-mer. Il y a demain dans la niche parlementaire une proposition de loi, ce sera l'occasion de voir en effet si le ministre de l'outre-mer est en soutien ou pas. Ça c'est sur Manuel V. Sur Cécile U. Cécile Untermaier. Moi je connais bien Cécile Untermaier et je pense qu'il y a un procès d'intention du Rassemblement national. Elle est connue pour les positions constantes et le combat constant qui a été le sien en faveur de la déontologie. La déontologie, c'est son grand combat. Elle était cheville ouvrière de plusieurs avancées majeures. Et donc je pense qu'elle avait les compétences pour ça. Après, je ne sais pas si le bureau de l'Assemblée nationale est terminé ou pas. Alors, finalement, d'après ce qu'on en sait, elle devait être finalement auditionnée ce matin, mais le vote lui-même sur cette nomination n'aurait pas lieu ce matin. Bon, selon écoutez, les infos qu'on avait en cours de bureau. Je n'en sais rien. Je ferai un point évidemment avec ceux de mon groupe qui siègent au bureau. Mais ce que je veux dire, moi, ce que je connais des qualités et de la probité de Cécile Untermaier ne me faisait pas beaucoup douter. Si vous nous y autorisez, on va peut-être dépasser de quelques minutes parce qu'il y a encore plusieurs questions, ce qui est plutôt bon signe par ailleurs. Nicolas. Vous avez parlé d'un congrès du Parti socialiste, d'un programme. Donc, pour ce qui est du candidat, vous avez avancé dans votre réflexion un candidat pour toute la gauche ou juste du Parti socialiste? Première question. Deuxième, après quelle procédure de désignation? Vous savez, on n'a pas encore décidé de la date du congrès, donc tout ce qui est après le congrès, je serais bien en peine de vous le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça doit faire partie des discussions totalement, qui sont consubstantielles de ce que l'on doit décider pour le congrès. Moi, je crois que dans la désunion, la gauche perd. Voilà. Après, je suis socialiste, je ne vous étonnerai pas en vous disant que je pense qu'un socialiste peut être le visage de l'union. Voilà. Alors moi je dis socialiste, vous ne m'entendrez pas souvent dire social-démocrate. J'aime beaucoup le mot de socialisme avec ce qu'il charrie d'histoire longue en France. Jean-Michel. Oui, bonjour Jean-Michel Lamy. Je voulais revenir sur les forces économiques qui gouvernent ce monde. Bon, visiblement, vous restez sur le socle du programme économique du Front populaire, gouverné par les besoins. Et en même temps, vous voulez la reconquête industrielle, tout en critiquant avec grande férocité les baisses d'impôts en faveur du secteur productif, dont 20 milliards sur les 60 milliards, dont 20 milliards pour la taxe d'habitation. Donc, question, c'est la compétitivité qui fait l'industrie. Ce sont des chefs d'entreprise qui se distinguent des autres, qui font aussi de la grande industrie. Est-ce que par votre positionnement de fond, en réalité, dans tout ce que vous dites, vous ne revenez pas sur ce qui fait que la France n'a plus d'industrie depuis 30 ans? Alors je vais vous dire, détrompez-vous. D'abord parce que moi, ma culture personnelle est assez industrielle. J'étais le directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg. Et je dois vous faire la confidence qu'il en reste quelque chose. Et donc, quand j'évoque la question industrielle, c'était évidemment la question de la compétitivité. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une politique de l'énergie qui permette d'avoir une compétitivité prix de l'énergie qui nous place favorablement par rapport à nos concurrents. Ça veut dire qu'à contrario, eh bien, nous devons d'évidence nous protéger contre la concurrence déloyale des pays qui ne respectent aucune norme environnementale, qui ne respectent aucune norme sociale, règle que par ailleurs nous nous imposons parce que c'est le développement que nous souhaitons avoir. Si vous faisiez de l'efficacité énergétique un des éléments de la compétitivité, je vous assure que l'industrie européenne peut être particulièrement puissante. La grande difficulté de la France, c'est qu'on s'est placé sur du milieu et du bas de gamme, à part sur quelques secteurs comme l'industrie du luxe ou l'industrie aéronautique. Sur beaucoup de choses, nous nous sommes mis en état de faiblesse. Est-ce que vous savez qu'il n'y a plus un constructeur français de machines-outils ou de robots? Là aussi, la compétition industrielle, elle se joue là-dessus. Elle se joue sur les batailles de normes. Mais que vous ne posiez pas la question de savoir, dans l'efficacité de la dépense publique, je reprends des termes qui pourraient peut-être être les vôtres, l'efficacité de la dépense publique, si toutes les aides aux entreprises sont en effet efficaces sur le plan de la réindustrialisation du pays,
Si vous prenez la chronique longue des aides aux entreprises directes et indirectes, depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, que la part qui leur est consacrée passe de 3,5% du PIB à 8,5% du PIB, financé par le déficit et par les impôts des ménages, eh bien, je crois que vous ne faites pas votre travail d'évaluation des politiques publiques comme parlementaire, d'efficacité de la dépense publique. On a besoin d'avoir une politique européenne industrielle, on a besoin d'avoir une politique industrielle qui protège nos bases industrielles. J'ai été celui qui a négocié au Conseil d'État le fameux décret Montebourg. Il faut de temps en temps l'utiliser avec un peu plus de courage qu'on ne le fait d'ordinaire. Une dernière question peut-être. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant de votre proposition de loi sur l'outre-mer. Mayotte, le vote du projet de loi d'urgence a lieu cet après-midi dans l'hémicycle. Précéderont les explications de vote. Quelle sera la position de votre groupe sur ce texte ? Écoutez, nous, on est dans l'idée de soutenir ce texte parce qu'il y a une vraie urgence, parce qu'il y a une vraie désespérance. Nous avons besoin et nous exigeons de la clarté sur ce qui se passe à Mayotte. On a besoin de connaître exactement les bilans qui parfois, évidemment, ne sont égrenés que... voilà. Et puis, franchement, là, pour le coup, la République s'honorerait à ne pas faire semblant. Si on reconstruit, on reconstruit. Et on reconstruit des vraies maisons, on reconstruit des vrais services publics, on reconstruit des vraies infrastructures. Franchement, ce n'est pas à la faveur de cet ouragan que nous avons découvert qu'il y avait des problèmes d'eau. Je vous rappelle qu'il y a déjà plusieurs mois ou plusieurs années, nous devions livrer des bouteilles d'eau à Mayotte. Ce n'est pas à l'occasion de cette crise grave que nous découvrons qu'il y a un problème de services publics, qu'il y a un problème de logement, qu'il y a un problème de bidonville, qu'il y a un problème d'indignité qui n'est pas, pardon, réservé à quelques-uns. C'est massif. Donc la réponse doit être massive. Merci Boris Vallaud. Merci à vous. Merci à tous et bon après-midi. Merci.